Aujourd'hui, on accueille Marine Bonnefoy qui est chasseuse de tête et fondatrice de WeWork RH. Salut Marine. Salut. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est ton métier? Qu'est-ce que c'est une chasseuse de tête? Je pense que beaucoup de personnes ne savent pas vraiment ce que c'est ce terme. Alors, chasseuse de tête, c'est lié tout simplement au recrutement. Mon travail, ça va être de trouver les talents les plus intéressants, les plus en adéquation avec mes clients industriels. Tu es dans un domaine particulier? Alors, surtout l'industrie, oui. Tout type d'industrie, que ce soit textile, chimie, etc., métallurgie. Ça fait 6 ans, c'est ça, que tu fais ce Oui. métier. Comment tu en es venue à faire ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Alors, mon parcours, il est un petit peu étrange, on va dire. C'est que j'ai commencé, comme plein de gens, avec des études de commerce. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai saisi l'opportunité de travailler dans une agence d'intérim comme assistante d'agence. C'est là que j'ai commencé un petit peu à voir le recrutement, mais surtout l'industrie. Et je me suis lancée dans l'industrie, en fait, comme acheteur-approvisionneur dans l'automobile, donc super école. J'ai évolué là-dedans. Je suis allée dans une autre typologie d'industrie, c'est l'imprimerie. J'ai connu la com et puis petit à petit, j'ai avancé là-dedans et j'ai créé ma propre structure. Je me suis mise en indépendante dans la communication. Et de là, en parallèle, en fait, ma mère, qui elle dirigeait une agence d'intérim, a pris envie de se mettre à son compte aussi pour terminer ses quelques années avant la retraite. Ça a bien fonctionné, elle avait besoin d'un coup de main. Elle m'a proposé de l'aider, j'ai accepté et voilà, je suis arrivée là-dedans, dans ce milieu et ça m'a plu tout de suite. Ça a été un coup de boost, le fait que ta mère aussi passe ce pas-là? Oui, parce que c'est pas facile, même si on est soutenu par sa famille, par son mari, par ses amis, on se sent un peu illégitime, c'est difficile de se lancer seul et de voir en fait qu'elle a suivi le pas. Je me suis dit, top en fait, ce qu'on fait, ça a du sens. Parce qu'on rappelle, tu es solopreneuse, Oui. on appelle ça comme Tout ça. à fait. Ça te tient vraiment à cœur, le fait d'être ton propre patron juste à toi? Oui, c'est hyper important. Alors, c'est énormément de travail, énormément d'exigences envers soi-même et puis aussi envers les autres. Il faut savoir bien s'entourer, mais c'est une liberté en fait. La liberté de travailler d'un peu d'où on veut, de choisir ses missions, de choisir ses clients. Ça apporte beaucoup, vraiment. C'est un équilibre. Alors, ça fait 6 ans que tu fais ce métier. Est-ce que tu te rappelles de ton premier recrutement, de la première mission que tu as eue? Oui, et c'était une mission en plus assez complexe, parce qu'il fallait que je recrute un responsable régional pour une industrie en agroalimentaire. Donc un poste assez technique. Et puis, il fallait que ce soit une personne qui représente l'entreprise. Donc, je ne pouvais pas me planter. Et après pas mal de recherches, d'entretiens, etc., de tests, j'ai réussi. Tu avais la pression? J'avais énormément la pression, mais le candidat a été super. Il m'a fait un retour super positif et ça fait 6 ans et il est toujours là-bas. Parce qu'on se suit sur les réseaux et on échange. Ça se passe bien. Avec le recul, on se dit c'est génial comme type de retour, ça, parce que finalement, ça nous suit jusqu'au bout. C'est quoi du coup tes offres concrètement aujourd'hui? Qu'est-ce que tu proposes? Alors aujourd'hui, je propose l'accompagnement au recrutement. Donc, suivant le besoin d'une entreprise, avec le brief, les approches, etc. Je peux les accompagner également dans la stratégie RH. Alors, la stratégie RH, ça va être surtout dans la gestion des compétences. Au niveau des personnes qui sont déjà dans l'entreprise, les faire monter en compétences, créer un petit peu plus de liens dans les équipes et la marque employeur qui forcément est liée à tout ça. C'est tout un mélange en fait. Alors justement, la marque employeur, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors la marque employeur, c'est ce qui va leur permettre d'attirer en fait dans l'entreprise les personnes, les futurs talents, mais aussi de conserver ceux qu'ils ont déjà. C'est pas simplement un baby-foot, c'est pas simplement un petit brunch une fois par trimestre. En fait, c'est toute une ambiance, c'est toute une cohérence à mettre en place. Et quand c'est fait sur le long terme, ça se vit de l'intérieur, les salariés deviennent des ambassadeurs, vraiment. Et là, l'entreprise a tout gagné. Oui, parce qu'il faut quand même être dans une logique d'opération séduction pour les entreprises. Tout à fait, parce que alors, le salaire joue beaucoup, oui, ça il ne faut pas l'oublier, mais maintenant les personnes recherchent du sens
à leur travail. On n'est plus dans un job alimentaire maintenant. Ils ont vraiment envie d'avoir une mission, quelque chose dans laquelle se reconnaître et puis pouvoir le partager avec fierté, avec sa famille aussi et pouvoir combiner tout ça. Tu dirais que c'est plus dur aujourd'hui de trouver des bons candidats, des bons profils? Alors, bon profil, bon, tout dépend ce qu'on dit. Bon, c'est compliqué, mais des profils, des profils qui correspondent vraiment à ce que recherchent les clients, ça va être difficile de les approcher parce qu'ils sont moins visibles. D'accord. Ils sont parfois à l'écoute, mais ils ne vont pas postuler. Donc maintenant, il faut aller les chercher. Et ça, c'est mon travail, d'avoir les bonnes ressources pour y aller. Il faut les appâter aussi, il faut leur faire envie, il faut les attirer. C'est là que c'est difficile, surtout. Alors justement, ça passe aussi par le travail de l'offre d'emploi faite par l'entreprise. Oui. Toi, à quel moment tu interviens exactement? Est-ce que tu dis aux entreprises avant tes interventions, pensez à travailler ça, ça et ça? Oui. Comment ça fonctionne? Oui, quand on va débuter sur un recrutement, par exemple, je vais leur demander d'avoir déjà une idée assez précise de ce qu'ils veulent, mais aussi de ce qu'ils ne veulent surtout pas. Parce qu'on ne peut pas être en fait dans un copier-coller sur un remplacement de la personne idéale, ça n'existe pas. Tout le monde a sa propre personnalité et puis les besoins changent, les stratégies changent. Donc je vais leur demander d'être assez honnêtes et clairs là-dessus. Moi, je vais les accompagner derrière pour pouvoir rédiger une offre ou retravailler l'offre qu'ils ont déjà. Et on va travailler surtout sur le brief, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez, pourquoi, pour quelles raisons. Et les fameux moutons à 5 pattes, si on peut appeler ça comme ça, il y a beaucoup de... Il y en a beaucoup, il y en a de partout. Non, mais à ce moment-là, je les écoute, mais on essaye en fait de cadrer les choses. Il faut les cadrer. Pas trop travailler non plus à l'instinct, il faut que ce soit quelque part assez mathématique. On va mettre des priorités. Ok, vous voulez qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. On va essayer de classer justement les qualités, les compétences dans un certain ordre pour se dire, voilà, s'il a ces compétences, mais peut-être pas ce que tu recherches là, est-ce que ça peut matcher? Voilà. Et essayer d'ouvrir l'esprit un petit peu de mes clients et d'aller taper un petit peu plus large. Mais est-ce que les entreprises ont conscience peut-être aussi de leur exigence vis-à-vis de ces profils qui doivent tout faire, tout savoir faire? On demande des fois un profil d'expérience mais pas trop cher, on demande quelqu'un qui a envie de faire tout, qui a envie de bosser même les soirs, même les week-ends. Ils ont conscience de ça? Alors, c'est compliqué. Parfois, quand ça se situe au niveau du service RH, oui, le service RH va en avoir conscience. Après, quand ça va être sur le terrain, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, ils ont besoin de ces personnes-là, ils ont besoin d'un temps de présence et pour eux, c'est comme ça. Maintenant, c'est notre travail aussi de les amener à réfléchir, à trouver d'autres solutions. Et du coup, tu peux organiser des ateliers, par exemple, toi, pour accompagner cette réflexion, pour la faire changer ou pas? Bien sûr, c'est quelque chose qui est totalement possible parce que c'est un travail de fond. Et pour pouvoir faire ça, il faut vraiment aller creuser et aller rechercher tous les besoins de l'entreprise, du service et des équipes. Il y a des entreprises avec des managers parfois toxiques. Oui. Il y en a de plus en plus. C'est aussi l'impression qu'on peut avoir vu de l'extérieur. Est-ce que c'est un sentiment que tu ressens, toi, qui est au contact direct finalement? Alors de plus en plus, je ne pourrais pas dire de plus en plus. C'est peut-être plutôt en fait qu'on en parle de plus en plus et que c'est de plus en plus mis en lumière. Mais effectivement, oui, ça reste des problématiques dans les entreprises et dans les équipes. Et dans les recrutements, parce que ça crée un turnover phénoménal. Et on pourra faire ce qu'on voudra, mais si le changement ne vient pas du haut, le turnover sera toujours là, en fait. Et donc du coup, est-ce que tu essaies d'anticiper ça, de prendre des précautions aussi avec les candidats que tu vas recruter, leur dire cette entreprise a du potentiel, mais attention, parce que est-ce que peut-être tu peux arriver à déceler aussi un manager qui peut être embêtant? Toujours. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, en règle générale, le service RH avec qui je vais échanger va m'alerter potentiellement. Si moi, au niveau des échanges, je me rends compte que oui, on a en face une personne qui peut être un petit peu compliquée avec les autres ou difficilement adaptable, j'en parle aussi avec mon client. Je ne vais pas aller
parler de cette personne en dehors sans son accord. Mais quoi qu'il en soit, le candidat, je ne vais pas le lâcher dans une entreprise dans laquelle il ne va pas se sentir bien. En règle générale, ce sont des personnes qu'on va chercher, qui vont quitter une entreprise, mais qui ont des familles aussi à côté, qui ont des besoins, qui ont des financements. Donc je ne veux pas les mettre non plus dans des situations délicates. Comment tu arrives justement à détecter aussi des bons profils? Est-ce que tu as une méthode d'approche qui est bien claire, bien à toi? Alors moi, ce que j'aime faire, c'est que je ne vais pas me limiter forcément à une lecture rapide du CV. Parce que voilà, on peut recevoir énormément de CV, les lire en diagonale, mais ce n'est pas ce que je recherche. Je recherche vraiment une personnalité, je recherche un parcours et je recherche plus une histoire. Donc je vais m'attarder quand même à bien regarder le CV et quand je vais les chercher, je ne vais pas rester non plus sur les termes génériques. Parce qu'il va y avoir, je ne sais pas, comptable générique, mais après vous avez des gens qui donnent d'autres noms à leur métier, etc. Et là je vais aller creuser. Et donc justement sur cette notion de CV, est-ce que tu te limites à un certain nombre de CV qu'après tu vas présenter à l'entreprise? Alors les CV à présenter, oui, c'est-à-dire que je vais en sélectionner, que je vais avoir à envoyer moins de 10, je dirais moins de 5 même sur le premier échange, pour être sûr aussi que ça colle bien aux besoins de mon client. Donc je vais en sélectionner peu, on va faire des échanges, une préqualification assez poussée et à ce moment-là j'échange avec mon client et si tout se passe bien, les présélectionnés sont choisis pour continuer et puis sinon ça permet d'affiner. Ah, donc c'est le fameux process. Il y a quelques rendez-vous avant finalement de rencontrer le patron. Tout à fait. Adaptable suivant les souhaits des clients. Les agences, les patrons ont une certaine facilité à déléguer cette partie-là, cette partie recrutement, parce que voilà, ils ont leur philosophie par rapport à leur entreprise, par rapport à leur management, leur environnement. Est-ce qu'ils ont une facilité à lâcher ce boulot-là? Alors, oui et non. Là où ça va être compliqué, c'est qu'ils ont des idées bien arrêtées et que vous amènerez qui vous voudrez derrière. Voilà, ils ont leur idée, point barre. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Mais certains arrivent à bien lâcher quand même, à lâcher prise. Ils vont en confiance et c'est là qu'on a les meilleures surprises en fait. Est-ce que tu aurais des exemples d'expériences que tu as vécues qui t'ont vachement surpris ou qui t'ont agréablement… Ouais, j'en ai une c'était top. C'est pour un gros industriel de la Loire, dans un domaine très technique assez luxueux. Et en fait, il avait assez peur justement parce qu'on devait trouver une personne qui puisse représenter la société, la représenter aussi à l'international. Il voulait vraiment que ce soit la personne parfaite avec toutes les techniques. Et c'était très compliqué. Et en fait, parmi les personnes rencontrées, le tout premier, je me suis dit, celui-ci, je suis sûre, je pense vraiment que ça va le faire. Il a voulu en rencontrer quelques-uns et au final, il m'a dit, écoutez, ouais, on a avancé, on a fait le process, mais finalement, c'était lui. C'était lui qu'il fallait. Et ça a matché et ça continue de matcher. Donc, trop bien. C'est super. Ouais. Et là, franchement, c'est le type de retour, on est trop content, quoi. On est super content, je suis super contente, même un peu fière aussi. Et ça donne envie de continuer. Et est-ce que des fois, au contraire, quand tu sens que la stratégie d'une entreprise, elle n'est pas top ou elle n'est pas optimisée, est-ce que tu vas aussi un peu les challenger, toi, de ton côté? Oui, je vais essayer. Après, il faut que la personne en face soit opérationnelle aussi et qu'elle ait envie. Après, si elle ne veut pas, je ne vais pas forcer non plus. Mais dans ces cas-là, je ne vais pas poursuivre le recrutement. Si je me rends compte en fait que pour qu'au final, ça soit, alors, excuse-moi l'expression, mais casse-gueule pour tout le monde, c'est pas la peine. Oui. Il ne sera pas satisfait, je pourrais amener n'importe qui, il ne sera pas content. Et d'un autre côté, la personne qui va être en place ne va peut-être pas rester. C'est une bonne personne. Est-ce que tu as vraiment le sentiment des fois d'être un peu le filet de sécurité des candidats? De la personne qui évite peut-être à quelqu'un, que ce soit un patron ou même un candidat, de se prendre un mur? Alors, filet de sécurité ou en tout cas au moins de leur apporter
Un certain équilibre, je les préviens. Je préfère qu'on soit tous honnêtes, en fait. Et c'est ce que je demande aussi à mes clients. C'est ce que je fais aussi avec mes candidats, que aussi, s'ils ne le sentent pas, ils me le disent. C'est pas faire des entretiens pour faire des entretiens, ça sert à rien, tout le monde perd du temps. Donc à ce moment-là, oui, je pense que je leur permets d'avoir une vision d'ensemble du poste, de l'entreprise. Et c'est globalement bien perçu. Ah oui, carrément. Carrément, j'ai toujours des retours positifs. Ils me disent merci de me prévenir ou de me dire que oui, ok, il y a quelques tensions dans l'équipe, mais justement, ça fait partie du challenge, ça fait partie du poste. Je reviens un instant sur les CV dont tu parlais tout à l'heure, que tu regardais, que tu filtrais. On parle de compétences et on parle aussi de savoir-être qui aujourd'hui a peut-être un peu plus d'importance que passé un temps. Est-ce que tu sensibilises aussi les entreprises là-dessus en disant peut-être que ce candidat n'a pas toutes les compétences nécessaires pour le poste, par contre ça va s'apprendre au fur et à mesure. En revanche, il est vachement compatible avec l'état d'esprit de votre équipe. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que les compétences peuvent s'appliquer. Alors, si on n'est pas dans le même secteur industriel, si dans le passé, il a été sur autre chose, il peut quand même les transférer sur le poste actuel et il peut être accompagné. C'est toujours un travail d'équipe pour moi. Une industrie sans travailler en équipe, en fait, elle n'amène à rien. C'est vraiment des personnalités et du savoir, les uns imbriqués avec les autres. Donc je mets vraiment ça en avant, voilà, en cas de défaillance un petit peu sur un savoir, sur une technique, ils peuvent former les gens. Et ça, c'est super important. Tu parles de cette notion de collectif. Justement, quels seraient les conseils que tu donnerais pour bien intégrer un nouvel arrivant dans un collectif ? Alors déjà, le truc très bête, mais qui ne se fait pas tout le temps, c'est de prévenir de l'arrivée d'une nouvelle personne. Ça, c'est déjà vu. Des personnes qui arrivaient, mais personne n'était au courant et notamment pas la personne qui était censée être remplacée. Donc ça c'est compliqué. C'est lunaire. Oui. Mais ça arrive. Ça fait partie des choses dont on se souvient un petit moment. Donc de bien préparer l'arrivée, voilà, en communiquant, de préparer ne serait-ce que le poste, parce que c'est voilà, d'avoir tous les outils nécessaires et puis surtout le feedback. C'est-à-dire qu'au bout de la première journée, au bout de la première semaine, bien voir avec la personne qui a été accueillie si ça se passe bien, comment elle se sent, voir les autres aussi et le faire aussi à un mois. En tout cas, moi, c'est ce que je fais quand je place quelqu'un. Je fais le point toujours à une semaine, un mois, que ce soit avec les équipes en place et avec le candidat. Et est-ce que tu t'es vraiment déjà retrouvé dans une situation peut-être d'incompréhension entre le candidat et l'entreprise ou alors il y a eu un mauvais ressenti d'un côté ou de l'autre ? Oui, ça m'est arrivé. Un problème de communication. La plupart du temps, ça vient de là en fait. Le candidat qui vient de prendre son poste, qui est content, qui va me dire qu'il est content, qui va dire à l'entreprise qu'il est content, et en fait, au fond de lui, il n'est pas tant que ça, mais il n'ose pas. Il n'ose pas en parler, et on en arrive où là, au bout de la période d'essai, ça ne va pas. Donc, du coup, retour à la case zéro. Exactement. Exactement. Impeccable. Tu m'avais parlé un peu plus tôt du fait que tu aimais beaucoup voyager, que tu aimais bien les voyages et que ça avait eu une importance surtout dans ta manière de percevoir les relations humaines avec certaines cultures que tu as pu rencontrer. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, alors j'aime beaucoup voyager. Je ne voyage pas depuis très longtemps, mais j'ai pu faire déjà quelques pays, faire pas mal de connaissances. Et il y a des voyages qui m'ont plus marqué que d'autres, notamment l'Afrique du Sud, où vraiment là on est sur un environnement totalement différent, une éducation différente, une culture différente, une autre histoire, mais qui fait qu'on rencontre des gens et on se rend compte qu'ils sont plein de résilience, plein de bienveillance, malgré tout ce qui se passe d'hyper malheureux autour. Et ça permet d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et de comprendre les gens et de les voir différemment, en fait. De se dire, bon, ok, alors pour en revenir à mon métier, ils ont un parcours tel qu'il est, mais de chercher le pourquoi et pas de s'arrêter uniquement à ce qu'on peut voir sur le papier. Ça permet de vouloir creuser et de s'intéresser aux autres, en fait. Peut-être qu'en France, on a un peu de retard par rapport à ça, par rapport à d'autres cultures. Est-ce que tu as ressenti ça ou pas ?
Oui, je le ressens. On est encore trop sur justement les études, l'école, il sort de telle école, je veux que mon candidat sorte de telle école, qu'il ait tel parcours. On donne moins la chance, je trouve. Enfin, bon après c'est mon point de vue, mais je pense qu'en étant un petit peu plus ouvert, on peut former les gens, on peut réussir à travailler ensemble. Il y a des idées reçues sur ton métier? Beaucoup. Trop? Oui, beaucoup trop. On n'est pas trop aimé en règle générale. Les candidats, oui, pensent surtout que les recruteurs, ils sont là pour faire du chiffre, recruter. Les entreprises aussi. Les candidats, eux, n'ont pas beaucoup de retours, donc ils ont l'impression que ce sont juste un peu des pions et qu'on ne les prend pas en considération. Les entreprises vont se dire non, mais recruter, en fait, c'est super facile. J'ai ma cousine qui fait ça, mon machin, enfin bon, bref, voilà. On n'est pas vraiment pris au sérieux, je dirais. Et tu leur réponds quoi, en général? Alors, au niveau des candidats, ça se fait tout seul en fait. Ça se fait tout seul parce que je les recontacte. Donc que ce soit positif, négatif, on échange, etc. Et j'ai des super retours de leur part d'ailleurs, même quand je leur fais un retour négatif. Pour la plupart, j'ai un petit mot me disant merci quand même de m'avoir répondu, ça fait plaisir. Alors, ça, c'est une reconnaissance. Après, pour les entreprises, le recrutement, c'est un métier vraiment à part entière. Ce n'est pas quelque chose d'inné. On peut peut-être être bon, entre guillemets, à ça, penser avoir les facultés pour, mais ça reste quand même assez stratégique. Ça reste assez factuel, objectif, et quand c'est pour sa propre entreprise, ça peut être compliqué. Tu es dans le domaine dans les stratégies RH. Est-ce qu'il y a des problématiques assez récurrentes que tu rencontres? Les problématiques, ça va être surtout conserver les talents que les entreprises ont, éviter le turnover. Ça va être de trouver les bonnes personnes aussi. Ça, en développement des ressources humaines, c'est assez compliqué. Ils ont des problématiques aussi pour pouvoir mettre en avant et apporter les formations nécessaires. C'est quelque chose qui n'est pas encore forcément très bien géré. Et est-ce que, notamment pour les turnovers, etc., est-ce que tu penses que c'est dû au fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui fuient les CDI typiquement parce qu'on préfère se dire on est en contrat avec cette entreprise pendant 1 an ou 2 et après on verra parce qu'on a peut-être plus envie de liberté du côté des candidats? Alors, on peut en avoir, oui, effectivement. Cela étant, si l'entreprise apporte des projets qui sont des projets stratégiques, qui sont très intéressants, que le candidat, enfin la personne en tout cas, va être hyper investie, s'il fait partie entière de la société, c'est un bon moyen en tout cas, de conserver la personne. Alors oui, maintenant, les nouveaux arrivants cherchent plus de sens, ils ont envie d'un peu plus de liberté, mais ils ont envie quand même d'apporter vraiment quelque chose. Voilà, d'avoir du sens et d'apporter son expérience, d'apporter son savoir et de créer quelque chose. Il y a aussi peut-être la notion de salaire qui rentre dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus gourmand en salaire pour un emploi qu'auparavant? Alors, je dirais pas plus gourmand. Les salaires ont évolué. Mais c'est aussi maintenant aux sociétés de s'en rendre compte sur certains. Alors effectivement, il y en a beaucoup, notamment nouveaux arrivants sur le marché du travail, qui vont demander des salaires assez mirobolants. Mais il faut prendre en compte que sur certains secteurs, sur certains savoirs, on est obligé en fait. Et puis c'est peut-être aussi important de rappeler aussi ce que coûte un salarié à l'employeur. Parce qu'il y a ce que le salarié a sur sa fiche de paye à la fin du mois et sur son compte en banque, mais il y a tout ce qu'il y a derrière aussi, qui est beaucoup plus de l'ordre administratif au niveau national. Et ça, on ne le voit pas, on n'en a pas conscience. Non, ça, ils n'en ont pas conscience du tout. C'est vrai que tant qu'on n'a pas été entrepreneur, on ne se rend pas compte de ce qui doit sortir en plus du salaire. Donc effectivement, c'est compliqué pour une entreprise de tout ménager.
La notion de collectif, on en a un petit peu Mhm. parlé, mais c'est ultra essentiel aujourd'hui, tu dirais, dans une société qui a aussi un peu évolué. Ouais, totalement. C'est ultra nécessaire parce que, comme je te disais, une industrie, en fait, ça va être tout un projet, ça va être. C'est une chaîne, en fait. On a besoin des uns et des autres pour pouvoir avancer du savoir et des connaissances des uns et des autres. Et si on s'y met pas tous, s'il n'y a pas un effet collectif, on ne peut pas y arriver. C'est quoi pour toi le Graal dans ton métier à toi? C'est quand tout coïncide et qu'on fait, on va dire, le match parfait. Que mon client soit satisfait, qu'il soit content et que j'ai un retour après de mon candidat qui me dit non mais franchement, vous m'aviez expliqué le poste, c'est ça, je me sens bien, j'ai été bien accueillie. C'est compliqué d'expliquer un poste, des fois à des clients, parce qu'en fonction de son caractère, en fonction de l'attention qu'il peut avoir aussi sur l'offre, est-ce que c'est un vrai travail de fond pour toi aussi là-dessus? Oui, 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 oui. C'est là justement que on passe par le brief. Ça va nous permettre de comprendre toute la notion de l'entreprise, toutes ses valeurs, ses stratégies, comprendre le poste, qui sont les équipes, avec qui va être en lien la personne, quels sont les besoins à court, moyen, long terme, justement pour pouvoir se projeter et comprendre toute l'ambiance et tout ce qui va être important pour ce poste-là. Et puis il y a aussi les candidats, on les connaît aujourd'hui, où c'est compliqué parfois de trouver un boulot en fonction du secteur dans lequel on est. Ouais. Donc on peut avoir tendance à envoyer 200 CV à 200 entreprises et qu'on ne fait Mm. pas une sélection naturelle en amont. Est-ce que tu te confrontes des fois à des profils de ce genre-là? Bien sûr, bien sûr. Après, je peux comprendre. Je peux comprendre ces candidats-là qui peuvent être dans comment dire, dans un stress en se disant, bah, il me faut du travail, il faut que j'en trouve un, et qui vont bombarder dans tous les sens en espérant qu'à un moment donné, ça tombe. Je peux les comprendre et je peux me mettre à leur place. C'est pas la bonne technique, mais je les comprends. Alors dans ce cas-là, ça serait quoi la bonne technique? Bah, le mieux, ce serait de bien faire attention à l'annonce, de bien la lire et de voir si ça peut correspondre ou pas. Attention, moi en tout cas, en l'occurrence, je ne demande pas à ce qu'un profil, enfin un CV corresponde en tout point sur le papier. Pas du tout. Mais si vous pensez que vous êtes en capacité de le faire, que dans votre expérience, vous avez quelque chose, en tout cas, à vendre et à dire au moment de l'échange, allez-y, pourquoi pas. Faut se priver de rien, Exactement. tant qu'on s'en sent capable. On voit beaucoup l'intelligence artificielle arriver, Oui. des offres d'emploi qui sont rédigées par les employeurs, mais avec l'intelligence artificielle. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu utilises aussi dans ton quotidien? Alors, je l'utilise, pas pour ça, mais effectivement, c'est un super outil. Enfin, je veux dire, il faudrait être bête de s'en passer totalement. Et puis, on en a de toute façon dans tous nos appareils aujourd'hui, que ce soit les téléphones, les ordi, etc. Je l'utilise. Je vais l'utiliser pour automatiser certaines tâches dans mon métier, me faciliter un peu la vie. Mais ça ne va pas être sur de la rédaction d'annonces ou ce genre de choses. Il faut assez les personnaliser en fait et faire en sorte que ça puisse toucher les personnes et les valeurs de l'entreprise. De toute manière, les valeurs de mon client, c'est à lui de me les donner et c'est suite à notre échange. Et par rapport aux entreprises ou aux candidats aussi qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle, parce que toi, le but, c'est d'arriver justement à une embauche Oui. avec le bon candidat. S'il y a une surutilisation de l'IA et que finalement, on n'a plus la personne telle qu'elle est, est-ce que tu es sensible aussi à ça? Alors, ils peuvent l'utiliser ça peut être utilisé sur le CV, effectivement, mais de toute manière, en échangeant, on comprendra vite s'il a utilisé, s'il a eu un petit coup de main. Et c'est pas forcément ça qui va m'intéresser du coup. Je préfère les échanges et voir clairement ce que souhaite le candidat et ce qu'il a fait dans sa vie. Ça peut, l'intelligence artificielle, à terme, permettre d'éviter certains process, certaines étapes pour aller plus vite justement dans le processus de recrutement? Alors j'espère pas. Je trouve ça dommage. Alors on a effectivement le recrutement doit être très cadré.
On sait ce qu'on veut, on sait sur quelles compétences, etc. Mais encore une fois, s'il y a un tri qui devait se faire de cette manière-là, je pense qu'il y aurait beaucoup de CV qui seraient éjectés alors qu'ils peuvent convenir. Donc j'espère pas, franchement. Je préfère le côté humain. Il faut garder cette intuition que des fois on peut avoir, la fameuse première impression quand on lit une lettre, quand on lit un CV. Oui, même au-delà de ça, parce que c'est difficile de parler d'intuition dans ce métier-là. J'aime pas trop. Alors j'aime pas trop parce que on a des... Effectivement, on est humain. Mais si nous, en tant que recruteurs, on se fie à ça, on peut passer à côté de profils qui peuvent correspondre tout de même à nos clients. Il faut savoir trouver finalement le bon dosage. Il faut savoir prendre du recul, il faut savoir rester objectif. C'est comme les hobbies qu'on peut voir sur les CV, il ne faut pas trop s'accrocher à ça. Vraiment, ça ne veut rien dire en fait. Il faut être factuel. Et pour les candidats aussi, cette fameuse catégorie des hobbies, parce que souvent c'est un peu la dernière case qu'on remplit. Et puis des fois on dit, je sais pas, j'ai envie de faire de la musique ou des choses comme ça. Non mais c'est ça. C'est hyper important, cette case ou pas? Ça, encore une fois, ça dépend pour qui. Pour moi, non. Dans le sens où, pareil, ça va être avec de l'échange. C'est pas parce que il aura fait du rugby qu'il sera forcément hyper fort dans le collectif. C'est pas parce que la personne aime les échecs que forcément elle va coller sur un poste commercial stratégique. Non. Non, ça reste pareil, là encore, des biais qui sont beaucoup trop subjectifs. Et il ne faut pas de ça. Nous, il nous faut vraiment du cadre, du concret à présenter. Et donc de l'expérience. Et de l'expérience. De toute façon, ça se fait aussi petit à petit. Hein. Bien sûr. On travaille avec de l'humain. Donc des surprises, on en a tous les jours. Et je pense que je n'ai pas fini d'en avoir. Bon, impeccable. Tu t'adresses aux dirigeants, des fois tu t'adresses aussi aux commerciaux, des fois aux services RH. Tu as finalement un peu plusieurs portes d'entrée dans les structures. Est-ce que chaque service, tu dois avoir une manière de parler qui est un peu différente, une méthode d'approche un peu différente? Oui, ça ne va pas être la même chose. Alors tout dépend de la taille de la structure aussi. Ça joue beaucoup, que ce soit une petite PME avec 50 personnes qui va être structurée différemment qu'un grand groupe international. Alors effectivement, je peux avoir affaire au dirigeant lui-même. Là, on va avoir un discours qui va être plus global sur la stratégie en fait, de l'entreprise. Si on discute avec un DRH, on va avoir toute la partie aussi des équipes, un fonctionnement global. Et si je suis avec le manager, là, ça va être plus technique comme conversation. Les échanges vont être différents. Mais pour autant, chaque personne finalement a un avis qui est assez complet finalement pour le besoin. Oui, tout à fait. Et ils n'auront peut-être pas le même. En fait, aussi. C'est là qu'il faut pouvoir créer du lien et communiquer avec tout le monde pour que ça se passe bien. Quand tu as des avis qui divergent comme ça, qui sont peut-être même parfois à l'opposé, comment toi tu arrives à te structurer pour déceler finalement les axes sur lesquels il faut prioriser? Alors, je vais essayer d'échanger avec eux, mais parfois ça peut être assez bloquant. Tout dépend des caractères qu'on a en face. Mais à ce moment-là, dans un premier temps, je peux essayer de trouver des profils qui correspondent à l'un et qui correspondent à l'autre. Et à ce moment-là, on échange une fois que les présélections sont faites. On échange et on met tout à plat, de se dire voilà, pourquoi est-ce que lui serait mieux, pourquoi lui, etc. Et on arrive toujours à ce moment-là à trouver un compromis. Mais il en faut un compromis. Parce que si on prend quelqu'un uniquement parce que le DRH l'aime bien mais pas le manager, on va droit dans le mur. Oui, voilà, il ne faut pas que chacun ait ses têtes. Tout à fait. Exactement. Ça arrive souvent, ce genre de comportement? Tu le vois régulièrement? Ça arrive, oui. Ça arrive notamment dans les grosses structures où justement ils n'ont pas à travailler réellement ensemble. Donc ils ne se rendent pas forcément compte des besoins des uns et des autres. Sur des petites structures, tout le monde va entendre parler de ce qui se passe à la prod, de ce qui se passe à la qualité, etc. Ils sont tous vraiment liés, donc là, voilà, on sait qu'il va falloir se mettre d'accord. Demain, je me mets à mon compte et je me dis, tiens, je vais me lancer dans le recrutement comme toi. Ouais. Tu me donnerais quoi comme conseil? Les premiers conseils que toi, tu aurais aimé avoir quand tu débutais?
Alors que c'est un métier qui est passionnant, mais pour lequel il faut prendre du recul. Parce qu'on a tendance à tout prendre pour soi aussi. Enfin, c'est humain en fait. Donc, et encore plus quand on est entrepreneur, on va avoir tendance à prendre des échecs comme des échecs perso en fait. Donc de vraiment prendre de la distance, de faire ce qui nous plaît, vraiment d'y prendre du plaisir, de la liberté, de choisir comment on veut fonctionner et pas forcément se caler à ce qui se fait. Au contraire, sortir des sentiers battus et puis être accompagné finalement. Parce que solopreneur, oui, mais d'avoir quand même des petits contacts par-ci par-là, de pouvoir échanger, de pouvoir poser des questions sur la compta, sur plein d'autres choses en fait, qui font que tu n'es pas seul. En fait. C'est ça. C'est important de se poser beaucoup de questions quand on est entrepreneur justement. Oui, je pense. Alors, il ne faut pas trop s'en poser non plus, mais moi, je m'en pose pas mal. Je me remets en question assez souvent, mais j'estime que c'est normal. Parce qu'il faut avancer, parce qu'il faut être à l'écoute des autres et qu'on n'a pas la science infuse non plus. Donc, en prenant un petit peu des avis et en voyant ce qui se passe autour de nous, on ne peut que s'améliorer, normalement. Et toi, du coup, au fur et à mesure, tu t'es formé, tu t'es fait accompagner aussi pour monter en compétences au fil du temps? Tout à fait. J'ai un diplôme moi, qui est plutôt généraliste puisque je sors d'une école de commerce. J'ai fait quelques petites formations en coaching, etc. J'ai commencé aussi une licence RH et en fait, je me suis rendu compte que sur les diplômes des ressources humaines, c'est bien trop généraliste. On va tout apprendre, vraiment. Un petit peu de recrutement, de la paye, plein de choses. Et c'est pas spécifique, ça va pas assez loin au niveau du recrutement. Il n'y a pas de diplôme pour ça. Donc j'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur l'école du recrutement qui a un parcours de formation pour revoir tous les process et qui te permet d'avoir une certification qui est validée par l'État. Je l'ai faite et ça m'a vachement apporté en fait, parce que bon, je fais ce métier, mais c'était pour moi super important et puis parce que voilà, j'avais envie aussi de valider mes connaissances, mais c'était super important pour moi de voir ce qui se faisait d'autre et puis surtout avec l'IA, ils t'apprennent plein de choses, il y a des choses sur lesquelles tu ne tiltes pas tout de suite et c'est hyper important. Mais comme de suivre aussi des personnes sur LinkedIn qui font ce type de boulot, qui sont formateurs, etc. C'est important d'être présent sur les plateformes. Tu publies pas mal sur LinkedIn, toi de ton côté. Oui, je trouve que c'est important pour se faire connaître, ça c'est sûr, pour pouvoir échanger avec d'autres. C'est vraiment ce que j'aime et ce que j'aimerais avoir encore plus maintenant, c'est poster des choses, oui, mais j'aimerais pouvoir échanger. Que ça apporte vraiment de la conversation et que ça nous apporte aux uns et aux autres des connaissances. Et LinkedIn, oui, je l'utilise beaucoup aussi, en dehors du recrutement, mais pour suivre, on va dire, des mentors dans mon domaine, qui font des conférences, qui balancent un petit peu du contenu super intéressant. T'en as eu un mentor, toi, ou pas, depuis que tu fais ce métier-là? Alors, je suis plusieurs personnes en tout cas sur LinkedIn et qui m'inspirent au fur et à mesure parce que ce sont des personnes qui ont pu être salariées auparavant, qui ont pris l'opportunité d'être entrepreneurs et après avoir fait tout ça, maintenant sont formateurs, font des conférences et ça m'inspire. Hier, quand on s'est appelé, attends, je vais refaire. Quand on s'est appelé, je t'avais demandé si tu avais une phrase qui te restait dans la tête, que tu te servais un peu de leitmotiv. Est-ce que tu en réfléchis? Est-ce que tu en as trouvé une? Alors, une phrase, c'est pas vraiment une phrase type. En fait, c'est une chose que je me répète souvent et que j'ai dû t'en parler des milliers de fois quand on a échangé. C'est vraiment rester ouvert d'esprit. C'est pour moi hyper important. L'ouverture d'esprit et la liberté de faire mon travail et d'oser. Et c'est quelque chose que je me répète tout le temps.
tous les jours et que je saoule aussi mes filles avec ça parce que ouais, c'est une philosophie de vie et j'aime leur inculquer. Bon, super. Tes filles comprennent ton métier, elles s'y intéressent, elles te posent beaucoup de questions? Alors, elles s'y intéressent, alors oui, elles me posent des questions, mais ça reste encore assez étrange pour elles. Et puis c'est pas quelque chose en fait qu'on présente en cours, enfin à l'école, c'est très scolaire, c'est soit quelque chose qui va être un peu commercial ou médecin ou avocat ou plombier, ou enfin c'est hyper carré. Mais des métiers un peu comme le mien, non, ça ils expliquent pas. Donc pour elles, ça reste un petit peu flou quand même. Mais ça va bien se passer. Elles vont comprendre. Quand elles ont quel âge là, aujourd'hui? Alors 16 et 19, mais je pense que ça va vraiment, quand elles vont être vraiment sur le marché du travail, là, elles vont comprendre. Parce que c'est vrai qu'elles font un petit peu appel à moi ou les copines pour les stages, les alternances, mais voilà, elles ne comprennent pas encore l'objectif vraiment de mon métier. Bon, ça ira dans les explications. C'est quoi une journée type avec une chasseuse de tête comme toi par exemple? Alors, elles sont, on va dire, assez différentes les journées. Dans un premier temps, on va être vraiment sur... on va faire un point, je vais faire un point, moi en tout cas le matin, sur toutes les candidatures reçues, tous les mails. J'ai des super outils aussi à côté pour pouvoir m'organiser parce que quand on a plein de recrutements en cours et plein de process, c'est ultra nécessaire. Je vais surtout faire les points en fait le matin pour faire le suivi de tous mes candidats. Checker les réponses que j'ai pu recevoir, les nouveaux candidats, programmer mes entretiens. Et après, c'est là où ça part en impro total parce qu'il y a des urgences. J'ai mon client qui va m'appeler en me disant on a un problème, il nous faut 3 personnes là tout de suite. Est-ce que tu peux nous aider? Je vais avoir des entretiens qui vont s'annuler au dernier moment. Personne ne va répondre malgré les messages. Voilà. Donc en fait, je vais modifier ma journée suivant ce qui va se passer. Mais normalement, elle commence toujours de la même manière. Pourquoi tu as choisi le monde industriel? Alors parce que l'industrie, en fait, c'est hyper factuel. On crée quelque chose, on le fabrique et il a une utilité, en fait. Et c'est quelque chose qui a beaucoup de techniques, qui est visible, qui se constate avec plein de personnes qui ont des savoirs uniques, mais qui se combinent les uns avec les autres. Et je trouve ça génial en fait, cette manière d'évoluer tous ensemble et en un groupe de créer quelque chose. Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que tu recrutes que des contractuels et Oui. non pas de l'intérimaire. Est-ce que ça a une importance en termes d'approche pour toi? Oui, totalement. On ne va pas toucher les mêmes personnes. Alors, je vais être plutôt sur des personnes techniques qui travaillent alors, aussi bien dans les bureaux qu'en atelier. Mais je recherche des personnes pour s'investir sur du long terme dans des projets. Donc, je ne vais pas aller chercher... les profils ne sont pas les mêmes. Est-ce que tu restes ancrée dans la Loire parce que tu es stéphanoise et que tu aimes ton territoire, ou est-ce que tu as des clients qui vont bien au-delà du département? Alors, j'ai des clients sur la Loire, puis qui sont des clients, on va dire, historiques, que je connais depuis des années. Certains de mes clients qui étaient dans la Loire ont déménagé, changé d'entreprise. Donc, on s'est suivis, en fait. Je les suis aussi sur la France. J'ai des clients qui travaillent à l'international. Donc, en fait, je n'ai pas de limite du tout. Comment ça se passe du coup au niveau de tes prestations? Tu nous as exposé tes offres, mais au niveau du paiement, est-ce que tu factures à l'heure? Est-ce que tu factures à la presta? Comment ça marche? Non, c'est à la prestation. Alors, ça change d'une personne à une autre. Enfin, chez mes confrères, ça va changer. Pour moi, ça va être vraiment à la prestation, donc au recrutement. Ou alors, j'ai certains de mes clients avec qui je travaille depuis des années et dans ces cas-là, je fais partie intégrante en fait de leur service. Et là, ça va être plutôt sur, on va dire, un forfait, un abonnement mensuel qui fait que peu importe le nombre de recrutements que je vais faire, ça sera toujours le même montant tous les mois. Mais parce que je fais partie un peu de leur service.
Oui, t'es presque pas dire une collègue de travail, mais tu t'imbriques. Externalisé, Oui, ouais. voilà, tu t'imbriques finalement en fait dans le quotidien de cette C'est entreprise. ça, tout à fait. Et je connais toutes les structures, je connais les postes, je connais bien maintenant les équipes et comment elles fonctionnent. Donc voilà, là, à ce moment-là, il vaut mieux être en bonne intelligence et partir sur une presta sur la durée plutôt que de facturer coup par coup. Bon, et bah super. Un dernier mot, peut-être quelque chose qu'on aurait oublié, une phrase que tu aimerais dire pour terminer aux personnes qui regardent cette interview. Alors, ce serait surtout par rapport à cette interview, en fait, je suis super contente de l'avoir faite. Je me sens soulagée, vraiment, et en fait, c'est un super exercice. Et merci beaucoup à vous pour la bienveillance, l'accueil. Hâte de voir le résultat.